C'est eux que vous voulez rendre milliardaire? Dans la tombe ou vous voulez rendre milliardaire? Vous savez qu'on peut être paysan et être milliardaire. On peut être paysan et être milliardaire. Jimmy Carter était président des États-Unis. Il était un agriculteur. Il produisait de l'arachide. Donald Trump, milliardaire, il est dans les affaires. Il était un bon président quand il a été l'économie américaine. Macron, c'est un banquier d'affaires, c'est un homme d'affaires. C'est pas parce que Patrice Talon est un homme d'affaires qu'il est ce qu'il est. C'est sa nature. C'est la nature qui le gouverne, qui le pousse à faire que du mal. Il va créer des milliardaires où? Vous pouvez rêver de ça? Vous savez pourquoi il raconte ça? Non. Si il est là depuis 7 ans, et que c'est maintenant qu'il parle de créer des milliardaires, cela signifie qu'il ne veut pas partir. Il est à la fin de ses 2 mandats. C'est maintenant qu'il décide de décréter qu'il veut créer des milliardaires. Il se prépare pour ne pas partir. Et ça vient confirmer ce que je sais. Vous constatez qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous dénonçons, tout ce qui se passe au Bénin, est-ce que vous entendez un homme comme Yahi Boni dénoncer quoi que ce soit? Il y a combien de temps que vous avez vu Yahi Boni dénoncer quelque chose? Apparemment, il s'est reconverti ces derniers jours. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, donc, quand il y a des morts et des suicides au Bénin, lui, il célèbre ça en jouant à la guitare et en chantant. Il chante pour l'esprit des morts. Et son associé Patrice Talon soulève le verre pour fêter cela. C'est pas triste, ça? C'est pas triste d'être des acteurs de premier plan, de choisir de fermer les yeux, parce que Patrice Talon promet de changer la Constitution et permettre à Yahi Boni d'être candidat. C'est le plan qu'ils ont, c'est la complicité qu'ils ont. C'est pourquoi Yahi Boni a choisi de ne plus rien dire. C'est pour ça qu'il a conduit les démocrates à participer aux élections. Il veut changer la Constitution pour permettre, soi-disant, à tout le monde d'être candidat, y compris Yahi Boni. Et Yahi Boni pense qu'il peut gagner les élections face à Patrice Talon parce qu'il est plus populaire que Patrice Talon. C'est vrai, il est plus populaire. Parce que les paysans du Nord ne savent pas qui il est. Ils ne savent pas que c'est lui qui est à l'origine de leur malheur. Il sait qu'il peut gagner les élections s'il y a des élections transparentes. Mais il n'y aura pas des élections transparentes, justement. Il n'y en aura pas. Patrice Talon ne peut jamais organiser une seule élection. Il n'en a pas les moyens. Il peut tricher dans les urnes, il n'a pas besoin. Moi, Kérékou, le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, a appris une leçon. Il dit une élection, ce n'est pas celui qui les vote. Après le vote, c'est celui qui proclame. Et dans le contexte du Bénin, nous savons très bien que la proclamation n'a rien à voir avec les urnes. Les dernières élections législatives, on l'a vu. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux combien était. La loi dit qu'il faut publier les résultats au lendemain du vote, immédiatement. Il faut publier. Quand vous sortez des urnes, il faut l'afficher. La loi dit ça. Le président des démocrates fait un communiqué pour dire à ses citoyens de ne pas publier les résultats sur les réseaux sociaux. Parce que le but n'est pas de gagner les élections. Le but, c'est de participer pour pouvoir avoir droit à son gâteau. Les gars vont revendiquer à la Cour constitutionnelle une élection, on dit on nous a volé. Mais ils n'ont même pas un seul PV en main. C'est ça que Yahi Boni pense qu'il va gagner les élections avec Patrice Talon. Je l'ai annoncé. Je l'ai annoncé maintenant, j'attends. C'est pour ça qu'on tue, on égorge, on pousse les gens au suicide. Et Yahi Boni répond avec la guitare et la chanson.
Si ce n'est pas triste, dites-moi ce que c'est. Donc, à vous écouter, c'est qu'on s'achemine vers une élection Patrice Talon, Yahya Boni en 2026, apparemment. Même si vous voulez, vous serez candidat. Seulement, vous serez candidat parce qu'on a besoin d'avoir des candidats, on n'a pas besoin d'avoir des gens qui participent réellement. De toute façon, le nombre de places est limité si vous voyez les parrainages. C'est planifié pour que le grand patron continue de garder la main. Vous avez évoqué tantôt les dernières élections. Ces élections ont permis quand même le retour de l'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un retour progressif aux normes démocratiques? Vous pouvez rêver, hein, ça c'est votre droit. Il y a opposition à l'Assemblée? Les démocrates, oui, représentent l'opposition, oui, à l'Assemblée. Oui. Non, pour moi, ce n'est pas des opposants. Ils accompagnent le gouvernement pour légitimer le régime de Patrice Talon. J'ai déjà expliqué que Patrice Talon ne veut plus qu'on parle de parlement monocolore. C'est tout. Les démocrates sont allés revendiquer ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Vous les avez vus avec un papier en main pour dire voilà nous les résultats que nous avons, voilà ce que vous avez publié, nous ne sommes pas d'accord. Vous les avez vus avec ça, M. Djossou? Non, je pense qu'ils n'avaient pas pu récupérer les PV sur le terrain. La loi a dit qu'on ne doit pas récupérer les PV. Vous participez à une comédie dans le but de vous plaindre. Il faut arrêter de nous insulter. Il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Moi, j'ai eu l'occasion de dire au président des démocrates, je lui ai dit qu'il accompagne le pouvoir. Il n'est pas un opposant. De toute façon, moi, je connais comment, lui le président des démocrates, Eric, je connais comment il était virulent au temps de Yahya Boni quand il était au Parlement. Question au gouvernement, on le connaît. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le pays, il s'accommode à ça. C'est ça que vous appelez opposition? De toute façon, vous ne pouvez pas être un vrai opposant aujourd'hui et vivre au Bénin. Et si vous allez vous installer dans un pays voisin, vous allez finir comme Badarou. Où chaque semaine, on nous annonce, je crois qu'actuellement, il y a 30 milliards qui vont rentrer. Avant 30 milliards, c'était 100 milliards. Avant 100 milliards, c'était 150 milliards. Donc, ils sont obligés d'aller sur le marché financier pour emprunter afin de faire face aux dépenses pressantes qui sont en cours. Et cela veut simplement dire que les caisses de l'État sont vides. Elles ont été vidées par le pouvoir en place, par le clan au pouvoir, parce que vous savez que qu'on appelle les régies financières que nous avons, vous prenez le port autonome de Cotonou, ou bien vous prenez tout au moins la douane, les impôts, le trésor et tout ça. Et vous avez le Bénin comme Bénin Contrôle, qui est une société qui appartient à Patrice Talon, qui gère le programme de vérification des importations nouvelle génération port de Cotonou. C'est Patrice Talon qui gère cela. Et donc, les recettes vont directement dans les ports de Patrice Talon et qui les volent. La démocratie était déjà morte. La démocratie était vacillante depuis 1990. Elle est morte en 2015 avec l'arrivée, l'émergence des milliardaires qui ont dit, nous aussi, on a fait votre expérience de politique. Avec notre argent, nous, on peut arriver au pouvoir. Et ils ont sorti leurs dents et vous avez très bien vu qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas de classe politique au Bénin. La classe politique était par terre. Et ça, là, ça se voyait en 2015. Et c'est ça qui a permis l'arrivée au pouvoir de Talon. Mais toute cette classe politique-là, tous ceux qui ont soutenu Talon 2 mois avant son arrivée au pouvoir, c'est les mêmes tous, ensemble, qui étaient déjà contre lui. Pourquoi? Parce que Talon est arrivé en 2016. Et dès son arrivée, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux modifier la Constitution. Et tout le monde, je me rappelle très bien, Joël Aïvo, il a présenté les travaux, le bilan de la commission
de modification de la Constitution au président Talon. Tout le monde a rejeté cette modification de la Constitution telle que Talon, lui, le voulait. Oui, Monsieur Jules. Et en partant de là, 2016, nous devons faire, si vous voulez savoir là où on va chuter, si vous voulez savoir, vous allez avoir la parole. C'est pour ça que nous avons j'aimerais attirer l'attention de M. Jules Johnson pour dire que si Joël Aïvo a participé à une modification, l'esprit de modifier n'est pas ce que nous, on rejette. Parce que si vous posez le problème comme ça, le débat... Non, mais moi, je ne rentre pas dans ce détail-là. D'accord. Non, donc on va clôturer là. Je dis qu'il y a eu tentative par Talon de modifier la Constitution. Et que je me rappelle que c'est Joël Aïvo qui a présenté les rapports des travaux. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Mais en disant ceci, je ne fais que faire référence à une époque, à une situation, à un moment précis de notre histoire. Et je dis, nous étions en 2016. Et qu'à partir de ce moment-là, Talon voulait modifier la Constitution à sa façon. Peut-être n'a pas voulu tenir compte du rapport présenté par les travaux de Joël Aïvo. Non, ce ne sont pas les travaux de Joël Aïvo, ce sont les travaux de la commission Djogbenou. Très bien, de la commission Djogbenou, présentée par Joël Aïvo. Mais si vous me laissez, vous allez corriger après. Mais si vous m'arrêtez, je ne peux pas aller au bout. Si vous m'arrêtez. Ils m'ont rappelé que le courage est toujours tributaire d'une action positive. Et que si moi, je prends l'exemple d'Hitler pour essayer d'expliquer le concept du courage, donc ce n'est plus pratiquement à des fins utiles, à des fins positives. Est-ce que vous voyez? Donc, si aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire à la face du monde que la politique ouvre le boulevard à des assassinats politiques, à des règlements de compte qui violent les principes sacro-saints de la démocratie, des règles que nous nous sommes faites, alors je regrette. Où est la probité intellectuelle, mon frère Kodo? Où est l'étiquette? Où est la morale? Alors, vous nous dites et vous semblez nous dire qu'il faut suivre la voie de l'autoritaire. Vous semblez nous dire que nous sommes dans un état despotique. Vous semblez nous dire qu'à tout moment, quand vous, M. Kondo, Jules, Maître Fatiou, M. Adé aussi, réagissent et exprimant, comment dirais-je, avec véhémence, leur façon de voir la chose, leur façon de dire aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est nous, il faut nécessairement les brimer. Je pense que non. Même le président Talon ne va pas aller dans cette optique. Nous rappelons tous les collaborateurs du président et Patrice Talon. Nous avons fait le combat ensemble. Vous vous rappelez des mercredis rouges? Vous vous rappelez pratiquement la rhétorique aussi violente de certains, mais qui justifiait le contexte. Vous vous rappelez quand le président de la République a été arrêté au commissariat central? Nous avons tous décrié cela. Nous avons décrié cela avec véhémence parce que la République était en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la République. Il ne s'agit pas de justifier pratiquement une ruse qui va à l'encontre de la vie de certains Joël Aïvo, de la vie d'une certaine Rekia Madougou, de la vie de tous ceux-là qui sont en prison. Si nous allons utiliser cela comme arsenal, alors votre présentation et votre caricature de la criette est totalement biaisée et je vous dis de tout de suite réviser votre position parce que nous vous connaissons et nous vous avons catégorisé comme quelqu'un qui défend les règles, les principes sacro-saints de la démocratie. Et là, je vous assure, aucun Béninois ne sera en phase avec vous, à moins que vous identifiez comme quelqu'un qui est pratiquement dans un rôle, et je ne crois pas. Monsieur... Il y en a qui sont allés jusqu'à donner des heures, des dates. Joël Aïvo lui-même
il a parlé même jusqu'à interpréter en langue nationale qu'il n'y aura rien et que tout va s'arranger. Et moi, j'avais espoir. C'est pour ça que j'ai quitté Cotonou pour arriver à cette réunion-là. Je pensais qu'il y avait une solution ferme pour que le 6 avril à minuit, Talon ne soit plus au pouvoir. Et je pense que si moi j'ai ce pressentiment-là, il va de soi aussi que celui qui est le président de la République soit aussi dans ce pressentiment que quelque chose va lui arriver. Monsieur Jules, le 6. je ne peux un pas. instant. Un instant, un instant. C'est compliqué ce que j'entends là, Jules. C'est extrêmement compliqué. Vous me permettez. C'est extrêmement grave. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser aller jusqu'à la fin. Non, mais bien sûr. Les prémices de vos je vais aller jusque là-bas. Les prémices de vos intentions ne sont pas du tout justifiées. Monsieur Souleymane Laouran, on va le laisser quand même terminer et puis vous pouvez prendre la parole tout juste après. Mais bien sûr, vous me laissez terminer. Je vous dis que nous sommes ici dans une interprétation politique de cette dimension de l'événement. Et donc, je vous dis, si j'étais président de la République, je vais me poser la question aussi de savoir si mon pouvoir n'était pas en danger. Et je vous dis, lorsque vous êtes dans un rapport de force, ne vous posez pas la question après que ce rapport de force soit en votre faveur ou en votre défaveur. Lorsque vous provoquez quelqu'un au duel, ne venez pas après dire… C'est un instrument juridique pour éliminer les adversaires. Je ne fais pas partie des gens qui croient toujours que oui, la politique, c'est une question de rapport de force. On ne force personne à rentrer dans l'action politique. Si on n'est pas en mesure d'accepter les critiques, d'accepter le contradictoire, on ne fait pas la politique. On reste dans les affaires, on reste dans le privé et on fait ces choses. Parce que quand on estime qu'on est dans un débat démocratique, on doit accepter la contradiction, on doit accepter les critiques. Et c'est en cela que dès que ce régime s'est installé, quand ils ont perdu la révision constitutionnelle, l'un des éminents a dit on fera la politique avec la ruse et la rage. Non, la politique, ce n'est pas la ruse et la rage. Ce sont les animaux sauvages qui rusent et qui ragent. Les hommes réfléchissent pour trouver des solutions. Les hommes débattent pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Les hommes ne rusent pas. Ce sont les animaux sauvages qui rusent. Ce sont les animaux sauvages qui ragent. Et on a laissé faire. Et maintenant, on voit comment ils ont monté leur système. Quand M. Kodo dit que oui, Joël, il a fait ceci, donnait de… Mais c'est le débat démocratique. Joël n'est pas le seul à dire 5 ans, c'est 5 ans. Leur allié de l'ombre, candidat Zanaï, a mené des menaces plus que ça. Pourquoi on n'a pas poursuivi candidat Zanaï? Parce que c'est un allié dans l'ombre? Mais où allons-nous? Pourquoi? Il n'y a pas seul. Mais pourquoi on arrête seulement Joël et Madougou? Il y a Patrick Djivoire qui était son commissaire. Pourquoi on n'a pas poursuivi lui? Pourquoi le Moïse Guérékou? Donc, on a ciblé des gens parce qu'il n'y a pas de justice au Bénin. La preuve, eux-mêmes… Moi, je n'ai pas dit le contraire, il n'y a pas de justice. Hein, mais oui, mais pourquoi vous parlez alors de procès? C'est un procès politique. C'est des adversaires politiques qu'on est en train d'éliminer. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Répète-le plus fort pour que tout le monde entende. Que je dis que c'est un procès politique. Répète-le, allez aussi. Mais pourquoi vous dites alors que oui, ils n'ont pas créé un rapport de force et que… Mais les gens ont dit qu'ils veulent faire la politique avec la ruse et la rage. Pourquoi la politique se fait avec la ruse et la rage? Ne vous énervez pas pour rien, monsieur. Non, je ne m'énerve pas. Ne vous énervez pas pour rien. Je vous dis simplement de dire que c'est un procès politique. Dites-moi ça haut et fort pour que tout le monde entende. Monsieur Kodo, on va pouvoir avancer dans ce débat. Je crois que votre intervention aussi a suscité quelques réactions des internautes. Je vais juste pouvoir lire rapidement. Je crois que c'est le docteur Kokode qui dit ceci. C'est grave ce que dit monsieur. Demeurant tellement ridicule du fait des éléments matériels en jeu et qu'on vient présenter comme des éléments de preuve, que tout cela nous ramène à l'essence même de ce que nous disons depuis tout à l'heure, monsieur Kodo, que c'est éminemment politique. Ce n'est pas de la justice. Vous voulez qu'on parle de droit? Je ne peux pas parler de droit lorsque je parle de la criette. Je ne peux pas parler de procédure pénale et de droit de la défense lorsque je parle d'une juridiction
qui viole vos droits au quotidien, qui vous maintient en détention préventive, provisoire, donc arbitraire, au-delà même des règles les plus essentielles, et qui vous refuse. C'est le débat que je ne voudrais pas, auquel je ne voudrais pas assister. Qui vous refuse, c'est-à-dire le contenu, c'est les leçons d'un procès. Nous sommes venus ici pour les leçons d'un procès. Si ce n'est pas le cas, nous allons aborder cela. Mais on va y arriver, monsieur Kodo. Ce n'est pas le cas. Si c'est pour revenir sur les avis des uns et des autres sur ce procès. Monsieur Kodo. On a passé plus d'une semaine à suivre ça. Monsieur Kodo, lorsque vous dites que Frédéric Joël Aïvo, lorsqu'il annonce que le 6 avril 2021, il y aura une alternance à la tête de l'État, lorsque vous dites qu'en disant cela, il doit en assumer les conséquences, vous validez, comme la plupart des turiféraires de ce régime, l'idée que sa détention et que sa condamnation seraient normales. Et ça, je ne peux pas vous laisser dire. Non, je ne peux pas vous laisser dire. Non, lorsque je dis ceci, monsieur Kodo, lancé, depuis 1990, nous sommes dans un schéma d'évolution, de progression, de perfection. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas... c'est votre point de vue, hein? Voilà, on ne peut plus... Mais c'est le point de vue de la majorité. Mais on ne peut plus remettre en cause... On ne va pas parler tous au même moment, mais on ne peut plus remettre en cause ce qui a été fait et ce qui constitue ce qu'on, comme on le dit en anglais, le backbone, c'est-à-dire la fondation d'une nouvelle république qui s'appelle le Bénin. Et c'est ça qui a donné naissance à un président qui s'appelle Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou II, et Yahi Boni, et aujourd'hui Patrice Talon. Donc c'est une évolution naturelle des choses. Aujourd'hui, on remarque que le niveau de cette progression, c'est le degré dans lequel le pouvoir rupturien nous amène, est en train de voler pratiquement les fondamentaux. Si on voit la situation économique. Non, monsieur Kodo, vous avez eu votre temps de parole. Mais laissez-moi parler. Rien monsieur Kodo, vous avez eu votre temps de parole, s'il vous plaît, monsieur Kodo. Ok, rien n'est dans les... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à l'aise par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça veut dire... Au contraire, je vous dis que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence d'un mauvais processus qui chemine depuis 90. Non, ce qui se passe aujourd'hui... Ne tournez pas autour. Ce qui se passe aujourd'hui, vous l'avez bel et bien dit, c'est de la ruse et de la rage. C'est que... Mais oui, c'est moi-même qui l'a dit. Voilà. Bon, maintenant, si c'est de la ruse et de la rage, est-ce que c'est... Il faut faire un bon bilan pour pouvoir avancer. Mais le bilan est là. Quel est votre... Vous êtes en train de théoriser dans l'air. Vous êtes en train de théoriser dans l'air. Non. C'est ça le problème. Monsieur Kodo, s'il vous plaît, laissez les autres intervenir. Je vous ai laissé parler pendant 10 minutes. Tirer le drap de son côté, cette histoire de dire j'ai raison contre tous, non. Je suis d'accord que le débat dans une société démocratique suscite toujours des passions. Nous avons tous l'amour pour ce pays. Et moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne choisit pas son pays. C'est comme une famille, on ne choisit pas sa famille, mais on fait avec. Mais s'il y a des acteurs politiques qui posent problème pour le vivre ensemble, il faut qu'on ait le courage de les dénoncer et de situer les responsabilités. Oui, je suis d'accord avec vous quand vous mettez l'accent sur l'impunité. Oui, l'impunité durable dans notre pays, oui, ça existe. Mais il faut situer la part de responsabilité de chacun. Et c'est en cela que moi, je dis, il faut essayer de parler maintenant aux jeunes, aux adolescents qui sont là pour inculquer une autre valeur. Nous savons que pourquoi en 2016, il n'y a que des gens qui ont de l'argent qui se sont lancés dans les politiques. Parce que très tôt, on a laissé le débat d'idées. Et c'est l'argent. On a dit, même dans des associations de développement, c'est celui qui a un peu de moyens qui peut faire de la politique. Merci et on beaucoup. connaît la meilleure formule de celui qui est arrosé partout. Oh, Albert, politique, tu es là, non, vite, tu es quoi, il faut que tu aies. Donc, on a commencé d'abord pas corrompre tout le monde. Et celui qui est là aujourd'hui l'a dit. Il l'a fait. Donc, c'est à nous maintenant de changer de paradigme et de parler aux jeunes. Moi, je fais partie des gens qui pensent que ceux qui sont là, on ne peut rien. C'est fini, on ne peut plus rien. Si nous voulons une autre base, changeons de paradigme, parlons aux jeunes qui sont là, les membres de la diaspora aussi, parce qu'il y a ça aussi. Moi, je le dis toujours,
on a été militant, on s'est battu pour gagner nous. Quel est ce pays où c'est quand ça, notre intérêt est menacé qu'on dit, ah, le Bénin nous dit quelque chose. Non, le Bénin doit nous, parce qu'on n'a pas choisi d'être béninois, mais on doit être fier. Et chacun doit participer à cela. Un pays où les gens vont à l'école, ils cherchent à avoir un diplôme, un emploi, mais le pays ne s'intéresse pas au pays. Et c'est comme ça toujours. Non, dans d'autres pays, les gens se battent toujours. Je l'ai dit à un ami la fois passée que le camion qui passait au Burkina, si c'était au Bénin, il n'y aura pas de l'indignation. Parce que rien ne nous meut. Nous sommes un pays où si ça ne me touche pas, on dit, ah oui, la politique est bon, ah, mais il ne faut pas se mêler de ça. Et on joue à l'indifférence. Il faut qu'on travaille à cette culture du patriotisme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de jeter l'anathème sur des gens de nous. Chacun de nous a son part de responsabilité. Moi-même qui suis ici, j'ai ma part de responsabilité. Monsieur Kodo peut-être a sa part de responsabilité. Ce n'est pas le moment de dire oui, mais il y a certains qui ont posé des actes qui mal arrivent le peuple béninois aujourd'hui. Les gens ne sont pas fiers. Même ceux qui sont là actuellement. Je me demande si quand le régime va finir, leur sécurité est en danger aussi. Je peux parler ici de l'importation et la distribution des intrants. Les organisations paysannes qui doivent avoir droit de citer ou pas citer, c'est Patrice Talon. Les égreneurs de coton, c'est Patrice Talon. Le monopole sur le secteur dans sa totalité. Les subventions que doivent obtenir le monde agricole, tout passe par Patrice Talon, que ce soit pour les produits de rente ou les produits vivriers. Mais quand vous avez fini de transférer tout ça à un seul individu, et qu'en dehors du monde agricole, vous allez encore au-delà de cela pour lui transférer le dédouanement des marchandises, PVI, la douane, le port, l'aéroport, les frontières. Pourquoi aujourd'hui vous venez vous plaindre de ce qu'est devenu le pays dans les mains d'un seul homme qui détient notre économie de A à Z? Il y a une certaine responsabilité par rapport à ça. Nous avons la copie des décrets, nous avons les documents qui prouvent comment on a transféré tout dans les mains d'un seul homme. Monsieur Djossou, vous ne pensez pas que ça suffit pour qu'on soit au moins responsable quelque part? Mais les gens vous diront, en tout cas, les commentaires que moi j'ai relevés, que tout ce dont vous avez parlé a été fait à travers les marchés publics. Et non, un décret n'est pas un marché public, c'est des gré à gré. C'est comme aujourd'hui, de toute façon, ce qui se passe sous Patrice Talon. Combien de fois vous entendez encore parler du mot appel d'offres? C'est des gré à gré. Le système de gré à gré a été installé depuis Yahi Boni. Sinon, c'est des marchés truqués. De tous les citoyens béninois, il n'y a pas un autre. Patrice Talon possède la quasi-totalité de toutes les usines. La capacité industrielle du pays se trouve dans ses mains. Ici, aux États-Unis, c'est contre la loi antitrust, la loi monopole. On ne peut pas donner le monopole à quelqu'un et après déplorer ce qui se passe. On ne peut pas quitter le monopole public pour aller à un monopole privé. C'est une responsabilité historique qui ne peut pas s'effacer. Si les paysans aujourd'hui souffrent aujourd'hui, Yahi Boni, je continue de souligner, Yahi Boni a une responsabilité. Si les gens sont obligés d'aller se suicider, il a une responsabilité. Si les gens aujourd'hui veulent se battre pour l'amélioration de leur prix et puis on leur tire des balles dans la tête, il a une responsabilité. Alors moi, je pense que ce n'est pas le moment où tout le monde, le monde agricole est dans ce deuil permanent, que lui peut se promener de façon débonnaire pour venir nous jouer à la musique, à la guitare. C'est Patrice Talon. Ne l'oublions pas. En fait, je voudrais que nous comprenions et acceptions que nous sommes en face du mal. La personnification du mal même. Nous sommes en face du mal. Le mal s'est incarné complètement dans la personne de Patrice Talon, qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train de mettre à genoux complètement notre pays. Bien entendu, le mal pour vient certainement prendre racine sur un terreau fertile. Et c'est peut-être ça
la notion de responsabilité que je voudrais que mes aînés utilisent. Oui, le terreau fertile, c'est que nous sommes un pays qui, depuis longtemps, n'avait plus de repères. Nous n'avons plus de valeurs, nous n'avons plus de repères. Regardez par exemple sur tous les plans, sur le plan politique. Regardez nos partis politiques, comment ils se créent, comment ils se forment. Sans valeur, sans principe, sans éthique, sans morale, sans aucune philosophie. Et c'est ce qui a berné un certain nombre de personnes comme moi quand Patrice Talon nous a parlé de réforme du système partisan. On a vu la possibilité de Messi qui voulait réorganiser le fonctionnement non seulement de l'État, mais des individus, de notre société tout entière. Parce que vous n'ignorez pas le rôle important de la politique dans notre société. Nous sommes une société éminemment politique. Et ça, nous ne sommes pas devenus ainsi depuis seulement notre accession à la société internationale. Nous avons toujours été ainsi. L'histoire de notre pays le démontre. Et quand on est dans la même situation que lui. Donc, par rapport à cela, la dernière fois où j'étais allé à une conférence de presse de M. Talon à Paris, avec ma femme, l'ayant vu et regardé en face, m'a dit ceci. La porte, c'est les yeux, c'est le regard. Ce monsieur ne dit pas la vérité, c'est un... Ça, c'est très bien dit, ça. Vous serez surpris. Et j'étais fâché parce que j'étais très inspiré et très lancé. Je faisais une campagne assidue, avec conviction, pour que ce monsieur arrive à la tête de notre pays. Moi, j'ai fait toute ma vie ici. J'ai passé la cinquantaine. Je ne sais pas, même si on me nomme ministre au pays, peut-être par honneur, mais ce ne serait pas une promotion. Ça, c'est pas de l'ego. Je n'ai plus rien, je n'ai pas d'affaires au Bénin, et même si j'en ai dans l'agriculture, peut-être, je ne travaille pas avec l'État, je ne gagne pas mon argent avec l'État, donc j'en ai rien à foutre. Mais j'ai besoin d'un terreau pour mon pays, pour que les enfants puissent venir et se hisser là-dessus et exploser leur connaissance, leur savoir et leur expérience. Nous avons déjà été sacrifiés, nous avons trop lutté pour être là où nous sommes et pour faire avancer les enfants. Donc, quand ma femme m'a dit ça, j'étais un peu courroucé, mais quand 6 mois après, la stratégie caduque que les gens en 1800 utilisaient pour faire tomber leurs ennemis, c'est-à-dire aller cacher du stupéfiant dans leur bagage, dans leur valise, jeter quelque chose de prohibé chez eux et indiquer la voie à la police pour dire « allez voir ci, allez voir ça » quand j'ai vu ça. Dans un contenu où la vidéo, ceux qui ouvraient la vidéo, ils savaient où ça allait tomber, la chose, dans un plastique bleu qui est d'actualité, qui est en fait ce que nous utilisons le plus au Bénin. On ne dîne pas avec le mal. Donc, je crois que nous nous sommes déjà tous laissés berner plusieurs fois par Patrice Talon en croyant que c'est un monsieur qui avait de la parole, mais en fait, c'est un démon qui est déguisé en ange de lumière. Vous ne pourrez pas dialoguer avec quelqu'un comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de manière pragmatique? Je crois que depuis le 6 avril, Patrice Talon n'est plus président de la République du Bénin et tout ce qu'il engage, tout ce qu'il fait est illégal et illégitime. Par conséquent, il faut simplement que nos compatriotes boycottent ces élections. Il faut boycotter ces élections. Que ce soit ceux de l'intérieur, que ce soit ceux de l'extérieur, nous ne pourrons pas aller voter. Il faut boycotter. Maintenant, la situation est très préoccupante. Depuis quelques jours, j'ai honte d'être du Sud, hein, mais voilà, j'ai honte d'être du Sud, pas seulement parce que nos compatriotes sudistes comme moi n'arrivent pas à se lever, mais j'ai davantage honte de voir que c'est un homme du Sud qui, au pouvoir, crée tout ça. Et c'est triste et c'est malheureux.
Hein. Et je voudrais dire, comment on appelle, toute mon admiration à tout ce que les Béninois du septentrion font. C'est malheureux qu'on en arrive aujourd'hui à parler de Béninois de la région méridionale et du septentrion, mais la situation nous y oblige. Vous savez, on ne peut pas forcer les gens à défendre leur dignité, leur liberté et leur courage. Malheureusement, comme je le disais au début, nous sommes dans une société qui a perdu les valeurs. Vous demandez aux gens, levez-vous pour qu'on se batte pour nos enfants. Pour qu'on se batte pour nos enfants. Parce qu'à la louche, ça va. Le Bénin, si on le laisse comme ça entre les mains de Patrice Talon, encore 5 ans, on ne sait pas ce qu'il fera de nos enfants. Battons-nous. Mais je suis désolé de le dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions au cours de ce débat. Il y a 2 choses que j'aimerais rappeler et pour dire après que le combat ne s'arrête pas au 11 avril. La première chose, c'est que le président, lorsqu'il faisait sa tournée, est parti jusqu'au département des collines pour demander pardon au peuple. Vous vous rendez compte que pendant les 2 semaines de campagne, bon, en griffe de pseudo-campagne, il n'a pas mis pied au nord. Il a laissé sa colistière faire campagne au nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il méprise le nord. C'est ça. Sans oublier que ce nord est en fait le département qui a fait sa richesse. Oh. Et quand on entend ces propos tenus, je ne veux pas expliquer les propos tenus à Abomey, ça veut dire quoi? Le nord est constitué comme la zone d'esclavage qu'il pilonne. Il y a eu des manifestations à Cotonou. Nous n'avons pas vu des chars déployés et tirés en l'air à Cotonou. Mais c'est ça, c'est ça. Nous n'avons pas vu des chars tirés à Cotonou. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de solution miracle. C'est ça. La solution qu'il y aura, c'est que les larbins, excusez-moi le terme, qui sont autour de lui, qui puissent avoir un sursaut d'orgueil pour dire c'est nos frères du Nord. Qu'on parle de Biotchane, qu'on parle de Sakalafia, qu'on parle de Tiendo, qu'on parle de la Colissière Talata qui est du Nord et qui n'a même pas eu la peine d'amener le président, son président qu'elle soutient, au niveau de son peuple au Nord pour dire voilà celui avec qui je suis. C'est une honte nationale. Les autres pseudo-candidats ont fait le tour. Les autres pseudo-candidats ont fait le tour, mais lui n'a même pas été capable de monter dans un véhicule et d'aller se présenter avec sa colistière au Nord pour dire voilà le duo, il est resté au Sud. Pourquoi ça? Parce qu'il méprise le Nord. Merci. Et il faut avoir le courage de le dire. Absolument. Oui, effectivement, si on fait un regard vers le passé, n'a pas sa source forcément aujourd'hui. Mais avant toute chose, il faut s'abaisser, s'incliner devant la mémoire de ceux qui meurent aujourd'hui, de ceux qui mourront demain et de ceux qui sont morts hier et avant-hier pour leur pays. Il faut saluer l'esprit de courage, l'esprit patriotique de ceux qui sont en prison pour leurs opinions, pour avoir parlé, avoir dit ce qu'ils pensaient être juste pour leur pays. Ce n'est pas toujours facile de parler du Bénin, ce n'est pas toujours facile de parler au Bénin. Et j'ai la chance d'être libre de mes mouvements, j'ai la chance de pouvoir dire, parler de ce que je vois, de ce que j'entends et donner mon opinion. Notre pays vit des heures sombres parce que pour la première fois, nous avons été mis au même niveau que le Tchad, un pays que j'aime beaucoup, que je respecte, mais qui depuis 30 ans est en guerre. Le Bénin n'est pas un pays en guerre et pourtant l'arsenal juridique qui est déployé est un arsenal de guerre, aussi bien sur le plan militaire, avec des chars, des tanks, des camions, des mouvements de troupes. Ce pays. Pour ce qui est de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, vous savez, c'est le cumul, c'est tout un cumul de frustration. Patrice Talon, depuis 5 ans aujourd'hui, n'a pas arrêté de mépriser les Béninois, de marcher sur les Béninois, de montrer combien de fois est-ce qu'avec l'argent, le mépris, on pouvait acheter tout un pays. Ce qui se passe aujourd'hui est de l'ordre normal des choses. Les Béninois sont exaspérés. On pense aujourd'hui que Patrice Talon n'est plus légitime depuis le 6 avril. Et le docteur Mama parlait de l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai, dans un pays normal, une Assemblée nationale légitime aurait pu prendre des actions. Mais nous sommes dans un pays où il n'y a pratiquement pas d'Assemblée nationale. Avant
tout à l'heure, avant de venir sur ce plateau, je lisais un rapport de la Banque mondiale qui disait que l'Assemblée nationale, que Patrice Talon a une majorité absolue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dont 83 députés. Ça veut tout dire. L'Assemblée nationale, désormais, est la chambre d'enregistrement des désirs de Patrice Talon, et tout ce que Patrice Talon fait, eh bien, l'Assemblée nationale accepte. Aujourd'hui, les Béninois qui sont de part et d'autre en train de lutter pour leur démocratie, pour leur souveraineté. Je voudrais effectivement m'incliner devant la mémoire de tous ceux-là qui ont été abattus par la milice privée de l'ancien président Patrice Talon. Alors, je voudrais simplement dire que ce qui se passe actuellement au Bénin est un désastre, c'est une calamité qui s'abat sur notre pays. Vous le savez très bien, depuis le 5 avril 2021 à minuit, le président Talon a fini son mandat constitutionnel. Et l'article 66, et plus précisément l'alinéa 2 de l'article 66 de la Constitution du 11 décembre 1990, demande à tous les Béninois que c'est pour eux un devoir de combattre toute autorité illégitime. Donc, tout Béninois est en droit de contester l'ancien président Talon parce que personne ne l'a élu au-delà du 5 avril à minuit, donc au-delà du 6 avril. Donc, c'est dans leur droit qu'ils sont en train donc, de manifester contre ce pouvoir illégitime. Mais ces citoyens qui sont à main nue ont vu devant eux une riposte de la police, de l'armée ou même des individus à qui on a acheté des machettes. Alors, sur le territoire national, qu'on appelle-t-on, les actions n'ont pas été de même ampleur. C'est beaucoup plus accentué dans la partie septentrionale. Et je voudrais en même temps profiter pour dire que c'est une lutte nationale. Et c'est pour ça que le président peut-être est en train d'instrumentaliser la partie méridionale du pays en tenant des propos suffisamment graves, attentatoires au serment qu'il a prêté, en disant que le pouvoir est entre les mains des gens d'Abomey ou bien du Sud et que c'est les fonds qui vont désormais diriger le pays alors qu'il a prêté serment pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Mais je voudrais même encore attirer l'attention de ceux qui nous écoutent que ces propos du président, ce n'est même pas une opposition du Nord et du Sud. Parce que même au Sud, il n'y a pas que les fonds. Nous avons beaucoup d'autres ethnies au Sud. Bref, je voudrais dire à l'étape actuelle des choses que le peuple béninois est toujours en lutte pour la restauration des acquis démocratiques et que les arrestations tous azimuts, les enlèvements, les tueries. Tout à l'heure, avant de me connecter, j'ai vu une scène horrible. J'ai vu des pick-up alignés avec des tas de militaires en armes qui ont jalonné toute une rue et qui tirent pour faire convoyer des matériels électoraux. Je n'ai jamais vu ça nulle part au Bénin, jamais au Bénin. Juste pour convoyer des matériels, on jalonne toute une rue. Nigeria ou au Togo. Et lorsqu'on déclare la guerre à ses concitoyens et à ses citoyens, c'est qu'on se met en position de devoir justifier de ce que, face à soi, on a des gens qui sont armés de la même façon que vous. Or, aujourd'hui, l'armée béninoise, on ne peut pas nous dire qu'elle a en face d'elle une armée de citoyens lourdement armés, lourdement outillés, militarisés, avec des équipements qui frôlent l'absurde quand on voit en réalité la comparaison et la disproportion entre ce que mettent en avant ceux qui manifestent, je le rappelle, pour la paix et pour la démocratie, pour leur liberté, et ce que fait l'armée de notre pays. Donc en réalité, on est en situation de guerre. Une guerre a été déclarée par un homme qui finance une armée contre son peuple. On est, pour moi et de mon point de vue, en situation de crime de guerre ou à tout le monde de crime contre l'humanité. Et on a vu toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux qui font froid dans le dos, c'est extrêmement grave. Quand sur 3 élections, il y en a 2 qui sont meurtrières, ce n'est plus un échec,
c'est la volonté de tuer, c'est la volonté de faire mal, c'est la volonté d'imposer quelque chose. Rien, pas même les plus beaux projets de Patrice Talon ne peuvent justifier que des Béninois meurent parce qu'on a voulu s'asseoir sur leur démocratie. Donc oui, Jules Jospin, pour répondre à votre question, les preuves existent, elles vont être récollées, elles vont être recueillies, elles vont être documentées, elles vont être classifiées. Les preuves existent de ce que des crimes contre l'humanité sont en train d'être commis dans notre pays. Les preuves existent et ces preuves-là devront être déposées devant les juridictions adéquates. Ils ont beau avoir voulu sortir le Bénin de la liste des citoyens pouvant saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a d'autres juridictions. Il y a même des pays où les juridictions ont ce qu'on appelle le principe de la compétence universelle qui leur permet de juger, y compris sur leur territoire, des crimes commis ailleurs, et même lorsque leurs propres concitoyens ne sont pas concernés. Donc la France en fait partie, et lorsque toutes ces preuves seront réunies, les responsables... Montrer à l'opinion justement que ça ne va pas au Bénin, c'est que c'est la version du pouvoir de Cotonou que les gens vont entendre, que les gens vont écouter, alors que cette version n'est pas une version réelle, elle est totalement fausse, elle est tronquée et truquée. Donc c'est pourquoi, au niveau de la diaspora, les patriotes et béninois qui sont engagés sérieusement dans ce combat pour la libération de notre pays font, qu'on appelle, mènent des activités sur le terrain au niveau des différents pays dans la diaspora pour faire en sorte que les structures qui ont soit des liens historiques ou quelconque avec notre pays, des pays qui ont des liens d'amitié ou de coopération avec le Bénin, puissent être informés qu'au Bénin, depuis tout au moins le 6 avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe est inacceptable, intolérable, et que nous ne devons pas croiser les bras, nous ne devons pas rester silencieux face aux atrocités du régime de M. Patrice Talon. Selon lui, pour être réélu, ce n'est pas le bilan du président qui compte. C'est la façon dont il empêche la compétition. C'est la façon dont il tient les grands électeurs selon lui. C'est la façon dont il détruit les partis politiques et les met à sa solde. C'est la façon dont les députés sont à sa solde, les met à sa solde. Et il a réalisé, il n'a fait que ça durant 4 ans. Les 83 députés, soi-disant, sont nommés par lui. Et pour pouvoir les nommer, on a dû tirer sur les populations. Comment voulez-vous que nous puissions accepter des lois votées par de tels personnages, élus prétendument dans ces conditions? Sur 77, mais 71 sont à sa solde, nommés par lui. Mais comment voulez-vous qu'on croit en ces... Maintenant et tout de suite, nous devons nous engager de façon ferme et résolue dans le combat pour l'avènement d'un Bénin de type nouveau. Parce qu'au fond, si nous ne menons pas ce combat, c'est que nous allons faire le jeu du pouvoir. Et je pense que ça passe pour le Bénin ou ça casse pour le dictateur qui est à la tête de notre pays. C'est une question vitale pour le Bénin, la restauration de la démocratie. C'est une question de vie ou de mort. Il faudrait que les Béninoises et Béninois puissent comprendre la chose sous ce angle-là. Et je sais que beaucoup l'ont si bien compris. Mais ceux qui n'ont pas encore compris cela et se trompent de cible de combat, il faut qu'ils comprennent que la restauration de la démocratie, d'abord de l'état de droit, est une question de vie ou de mort pour le Bénin. Et nous devons nous battre par tous les moyens légitimes pour que dans les jours, les semaines et les mois à venir, que ce combat devienne un combat vital pour le Bénin et que ça passe pour le Bénin ou ça casse pour les autocrates à la tête de notre pays. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a des corps qui sont encore saisis, qui sont dans nos morgues. Il n'y a jamais eu de dialogue entre Béninois. Et cette lettre a été envoyée surtout pour prévenir des déconvenus qui viendraient d'une élection présidentielle qui s'annonce exclusive. Parce que les élections, toutes choses restant égales par ailleurs, en 2021, seront exclusives et seront trichées, seront fausses. 1. La liste électorale. La LEPI n'inspire personne.
La Sénat n'inspire pas confiance. La Cour constitutionnelle encore moins. La loi sur le parrainage ne rassure pas. Alors, tous les ingrédients pour une crise après les élections sont réunis et il fallait tirer la sonnette d'alarme. Ceci a surtout été fait parce que nous avons un président qui dit que rien ne l'inquiète. Il n'a peur de rien. Ben, il fallait justement que tout le monde sache qu'on a un président qui dit ne avoir peur de rien, ne pas se préoccuper de combien de ses concitoyens seront tués ou bien vont mourir. Eh bien, pour que chacun prenne ses responsabilités, chacun sache que quand le peuple béninois n'en pourra plus et va dire non, qu'on n'accuse pas ce peuple-là de révolte. Vous savez, j'avais lu en 2015 sur la page Facebook de Aurélien Agbessi qui citait le président John Kennedy, qui dit ceux qui empêchent une révolution passive. De 4 milliards, il s'agit de 40 milliards. Voilà ceux qui sont concernés par cette affaire. Voilà l'évolution du dossier. Aucune information. Nous avons vu ici, dans ce même pays, au Bénin, dans notre pays, au Bénin, toute la propagande qui a été organisée autour de l'affaire ICC Services, parce que le pouvoir avait des comptes à régler à certains acteurs politiques. On a même, comment on appelle, diffusé en direct le procès ICC Services. Mais aujourd'hui, pourquoi on organise l'opacité? Tout ce qui se passe aujourd'hui conforte notre position, conforte notre détermination à tordre les reins à cette dictature qui sévit au Bénin depuis bientôt 5 ans. Ça nous encourage à aller encore plus loin dans notre volonté de restaurer la démocratie et l'État du Bénin, parce qu'il s'agit de l'avenir du Bénin. Donc 4 milliards, 40 milliards, il y a d'autres. Toutes les conditions aujourd'hui sont réunies et là, que notre peuple dise encore non à une forfaiture qui s'annonce. Et pour que personne ne dise demain qu'il n'était pas au courant, nous avons décidé tout simplement de faire l'état des lieux. Vous savez, les dictatures ou les dictateurs ont ceci de malheureux qu'ils ont souvent la mémoire courte. Il fallait rappeler à Patrice Talon et à ses ouailles, mais tout ce qu'ils ont fait jusqu'à date. Maintenant, votre question de savoir pourquoi nous n'avons pas saisi le médiateur, Monsieur Jules Diossou, vous avez le sens de la comédie. Vous avez un médiateur, vous, au Bénin? Vous avez un médiateur au Bénin, vous? Ce monsieur, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Passez-moi son nom. Monsieur Nyolonfou. Monsieur Nyolonfou a eu le génie de signer un papier à blanc au nom des autres institutions pour dire que les chefs d'institution ont autorisé le président à organiser des élections exclusives. C'était faux parce que j'en ai la preuve formelle et il a dit, mais jamais Batoko n'a donné son approbation à ce qu'il y ait seulement BR et UP aux élections législatives de 2019. Mais Nyolonfou a été capable d'endosser une telle responsabilité. Alors, connaissant les faits d'armes de Nyolonfou, assassinés, vous en avez d'autres qui sont en clandestinité. Vous avez aujourd'hui des milliers de Béninois qui sont en exil, en Afrique, dans les pays voisins du Bénin. Ils sont également en Europe, aux États-Unis et un peu partout. Ça, c'est la situation des droits de l'homme. Quand vous allez sur le terrain politique, vous savez aujourd'hui que le jeu politique aujourd'hui n'a plus de sens au Bénin. Vous savez aujourd'hui que le pouvoir a verrouillé, voire vicié totalement le jeu politique, le jeu électoral dans notre pays, et que toutes les formations politiques de l'opposition sont exclues de toutes les... À Porte-Novo, on peut accepter qu'on nous envoie, passez-moi l'expression, quelques farfelus au titre de maire.
C'est même, on peut, aujourd'hui, que le pouvoir central a fait signer de force, violant la loi sur la décentralisation, au maire un contrat qui dit que c'est le gouvernement central qui doit faire le travail du maire. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle d'alphaltage ou bien de goudronnage à Cotonou, à Parakou, et on l'attribue au président. Non, dans la loi béninoise de la décentralisation. Pour cette occasion que nous avons, encore une fois, pour parler, pour révéler la dictature autocratique de M. Patrice Talon. C'est une lettre, comme nous l'avons si bien expliqué, que nous avons eu à écrire pour alerter l'opinion régionale, sous-régionale et internationale sur la gravité de la situation qui prévaut au Bénin, sur le grave recul démocratique au Bénin et le chaos qui se profile à l'horizon dans la perspective des élections présidentielles et d'autres événements à venir. Notre démarche, elle est purement citoyenne, elle ne va pas se limiter à ça. Nous continuons de prendre des initiatives au plan international pour faire en sorte que tous ceux qui ont des liens de coopération, d'amitié ou tout autre avec le Bénin puissent être ce qu'on appelle sérieusement informés et sensibilisés sur ce que M. Patrice Talon fait de notre pays. Et dans le même temps, nous avons également des patriotes et démocrates qui sont à l'intérieur du pays, qui, malgré les difficultés du parcours, malgré la mise en place de mesures visant à empêcher l'expression citoyenne, ces personnes-là, ces patriotes démocrates tentent quand même de faire ce qu'ils peuvent et nous les encourageons, nous les soutenons. C'est ensemble que nous allons relever notre pays qui est totalement à terre aujourd'hui, qui est méconnaissable. Et je crois que nous, que ce soit les 4 signataires et d'autres également qui sont dans la direction. Je n'ai pas droit au permis de conduire du Bénin. Je n'ai pas droit à la carte d'identité. On ne parle même pas du passeport. Vous trouvez ça normal? Les Nations Unies ont une disposition qui interdit à chaque État de faire de ses citoyens un apatride. Quel que soit ce qu'il a tué. Même si j'avais tué Jésus-Christ, on ne peut pas prendre telle disposition. Et je ne parle pas de moi, Bertin Kaoubi. Je parle de tout le monde. Ceci étant dit, moi, j'ai aujourd'hui un... L'agriculture au Bénin est une activité qui est complètement hypothéquée, vendue, je dis vendue, livrée à un seul homme. Et le malheur de ces populations, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai en ma possession 3 décrets qui ont été signés à peine un mois après l'arrivée au pouvoir de Yahi Boni. Et Yahi Boni a consacré le monopole, a remis le monopole de toute la filière agricole à Patrice Talon. Et ce décret, je peux le publier, c'est un décret qui a été signé. Donc, le monde agricole, c'est un monde qui est à genoux, qui est malmené depuis des années, depuis sous Yahi Boni. Et ça a été fait de façon méticuleuse, ça a été élaboré. On a consacré le monopole des organisations paysannes qui existaient, qui pouvaient agir comme des syndicats pour revendiquer, pour amener le gouvernement à améliorer leurs conditions de travail, ont été enterrés. Et les organisations de ce qu'on appelle les distributeurs d'intrants, ça a été éliminé, remis à Patrice Talon. Les égreneurs, remis à Patrice Talon. Après, on a consacré la cession de toutes les usines de l'État que l'État a construit, on a donné à Patrice Talon. On a donné toutes les infrastructures logistiques, magasinage et tout ça, tout ce que le Bénin possède comme magasin, que l'État a construit depuis l'époque de la Révolution. Tout est aujourd'hui dans les mains de Patrice Talon à travers des sociétés qui lui appartiennent de A à Z. Bon, donc, vous voyez, le monde agricole, c'est un monde qui n'existe plus aujourd'hui que par la volonté d'un seul homme. Ce n'est d'ailleurs pas le seul secteur. Et le paysan est poussé le dos au mur et il ne peut pas obtenir, en travaillant honnêtement, il ne peut pas vivre du fruit de son travail.
il a des dettes, et comme ça touche souvent à leur culture, c'est des populations, souvent vous savez, dans le secteur agricole, le secteur qui produit le plus, c'est le secteur des Batanou, les Bariba. Et ces hommes-là, ce sont des hommes avec une certaine culture de noblesse et qui, quand ils ont le dos au mur, ils n'en peuvent plus, ils vont se suicider parce que c'est des nobles. Ils ne peuvent pas vivre dans la honte, ils ne peuvent pas accepter de vivre à genoux. Même si Patrice Talon, lui, c'est un esclavagiste et que ça ne lui pose pas de problème de soumettre à l'esclavage, de mettre à genoux tout un peuple. Mais il voit devant lui des jeunes qui se suicident, des femmes qui se suicident. Vous savez très bien que l'Africain, ce qui est de plus précieux pour lui, c'est sa vie. Mais quand il en arrive à aller se mettre la corde au cou, comprenez ce qui lui arrive. Donc, le monde agricole aujourd'hui, c'est un monde. Vous savez qu'au Bénin, on livre aux paysans les produits qui sont interdits à l'utilisation fabriquée ou distribués aux paysans parce que c'est des produits qui sont cancérigènes, qui peuvent les rendre malades, des produits qui peuvent apporter sérieusement atteinte à leur santé. Mais aujourd'hui, comme l'importateur principal est le seul et le distributeur, c'est en même temps celui qui se dit président de la République, il n'y a personne pour les contrer. Alors donc les populations sont livrées à elles-mêmes, les paysans en premier. Et regardez, ce n'est pas aisé d'être paysan aujourd'hui au Bénin. Vous êtes paysan aujourd'hui au Bénin, vous allez produire, vous êtes obligé d'accepter les intrants que Patrice Talon vous donne. Et vous savez que vous n'avez pas le droit de tester pour savoir si les intrants sont de bonne qualité. Il y a un homme aujourd'hui qui a été mis en prison, qui est en prison au moment où je vous parle, à Kandi. Il a pris les échantillons d'engrais que Patrice Talon essaye de leur fourguer. Il est allé faire des tests. Il a arrosé un champ pendant un certain nombre de semaines. Et puis, il a constaté qu'il n'y a pas de rendement. Il a remué la terre. Il ressort les mêmes engrais qui étaient là comme des cailloux qui n'ont pas pu se dissoudre dans le sol. Et ce monsieur, pour avoir fait ça et avoir publié les résultats de ses recherches, il est en prison. On l'a mis en prison parce que la justice est aussi la propriété de Patrice Talon. On ne peut rien faire. Donc, voilà le monde dans lequel nous vivons, le monde agricole. Il y a un paysan qui est de Kalalé, qui, au nom il a été président d'une organisation de paysans. C'est un gars qui est dans sur les mouvements paysans. Il a, la dernière fois, déclaré qu'il fallait que Patrice Talon augmente le prix du coton au moins à 500 francs le kilo avant que les paysans ne produisent. Mais quelques jours après, des hommes à moto sont rentrés chez lui pour lui tirer des balles dans la tête. Il en est mort. Mais ça dérange qui au Bénin? Personne. C'est ça le monde paysan dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et vous voulez un autre tableau des paysans béninois? Quand il a son soja qu'il veut vendre, qu'on le force à vendre à 175 francs, quand le Togolais, le paysan togolais vend la même production à 450 francs. C'est ça le tableau béninois. Le Nigérian, c'est 600 francs ou 550, je ne sais pas quoi. Mais on est libre de rien au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le monde paysan aujourd'hui. Le monde agricole, c'est un monde qui est à genoux, qui est ligoté. C'est pas loin de l'époque de la traite négrière. Au moins à l'époque de la traite négrière, le colon, il vous donne à manger, il vous donne un logement. Je crois qu'il vous soigne pour que vous soyez en bonne santé pour continuer à produire. Aujourd'hui, vous produisez et on vous arrache ce que vous produisez et puis vous avez des dettes auxquelles vous devez faire face. Si vous ne pouvez pas, vous allez vous suicider. Nous sommes dans une situation qui est plus dangereuse que le passé colonial ou esclavagiste, malheureusement. À la suite de M. Rodriguez,
qui est un doyen, si je peux ainsi m'exprimer, dans cette misère, je voudrais reconnaître qu'effectivement, le Bénin a connu par le passé quelques réfugiés au temps de la Révolution, même sous Yahi, parce que M. Rodriguez, je crois qu'il a évité de le dire rapidement, mais en d'autres temps, il était hors du pays. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été également réfugié. Et il n'avait eu aucun décret qu'il a mis en exil, mais pourtant, il s'était montré réfugié jusqu'à revenir au pays prendre le pouvoir. Il s'appelle Patrice Talon. Même si aujourd'hui, lui, il estime que le Bénin ne compte aucun réfugié. Et ses proches, pour argumenter ça, disent qu'il n'y a eu aucun décret. Il n'y a pas de décret. Ça a été garde des Sceaux, aucun décret n'avait été pris à son encontre. Pourtant, il s'était considéré comme réfugié. Mais la différence entre hier et aujourd'hui, quand j'ai dit aujourd'hui, je voulais parler de 2016 à ce jour, c'est que le Bénin n'a jamais connu un nombre aussi important, impressionnant de réfugiés. Et M. Rodriguez a bien fait de dire, nous avons des réfugiés hors du Bénin, nous avons des réfugiés à l'intérieur du Bénin, nous avons des gens qui vivent en clandestinité, nous avons des déplacements massifs de personnes dans tous les pays qui nous entourent, que ce soit au Togo, au Ghana, au Burkina Faso, Niger, Nigeria, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Il y a même des Béninois qui, en réalité, n'ont pas choisi de s'exiler, qui sont des résidents sur le continent américain, le continent européen, un peu partout, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer, simplement parce qu'ils constatent que ce qui se passe dans leur pays n'est pas bien et ils en parlent. Il y en a plein. Et M. Diosso, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y en a plein. Alors, je reviens un peu, poursuivre un peu le canevas. Et c'est pour dire, depuis quand je suis en exil, je voudrais dire que je n'ai pas choisi de m'exiler. Je crois que tout le monde le sait. J'étais alors député en fonction à l'Assemblée nationale. Et nous étions en congé parlementaire. J'ai choisi de venir faire 2 semaines de vacances ici. Tout le monde était informé. Tous les collègues députés étaient informés. Mon coordinateur qui est ici branché était informé. Je vois mon camarade Daniel Zari Vera qui était informé. Alors, j'étais secrétaire exécutif national de FCDE. J'ai réuni tout le staff pour les informer de mon voyage que j'allais faire 2 semaines. J'ai fait des réservations d'hôtel, toutes les preuves existent, tout ça là. Mais à ma grande surprise, je suis venu ici en septembre 2018. Mais en octobre, je me suis vu contraint à l'exil parce que le jour où je mettais pied ici, c'est le même jour où on me déposait une convocation à la maison, m'invitant à l'office de cybercriminalité. Et pour me présenter le même jour à 15 h. J'ai cherché à comprendre. On me dit oui, c'est pour avoir publié un document sur Internet. Alors que j'étais député, je dois contrôler l'action gouvernementale. On reproche à un député d'avoir un document. Alors, je ne voulais pas revenir sur ça, sinon j'allais prendre tout votre temps. Finalement, j'ai été condamné. Donc, j'ai consulté les camarades qui m'ont dit attention, ne viens pas parce que toutes les informations qui nous parviennent, depuis la levée de ton immunité, figurez-vous, on avait levé mon immunité. J'ai eu ce privilège d'être le tout premier député à qui on a levé une immunité sous le renouveau démocratique. Après, on a voté l'autorisation de ma poursuite devant la haute cour de justice. Et c'est ça qui a créé le problème. Mais le ministre de la Justice s'est permis le loisir de détourner les résolutions de l'Assemblée nationale, la représentation nationale qui a levé notre immunité, qui a voté la résolution pour que nous puissions comparaître devant la haute cour de justice parce que j'ai été ministre. Il s'est permis d'envoyer nos dossiers à la criette. Et c'est ce papier que j'ai intercepté. Sinon, beaucoup de pauvres Béninois, anciens ministres, seraient déjà en prison, gratuitement avec la criette que vous connaissez bien. Et c'est ça qu'on a dit. Et que des raisons religieuses ou pour des raisons d'opinion ou pour diverses choses économiques des fois, parce qu'on veut s'approprier, on veut vous exproprier de vos biens, on vous met la pression, ou vous finissez en prison, ou vous finissez en exil, pour qu'on puisse s'accaparer de ce qui vous appartient.
Malheureusement, pour des petits pays comme nous, des jeunes États comme nous avons mieux à faire que de renvoyer en exil nos compatriotes. Et ce qui est écœurant, c'est ceux-mêmes qui ont prétendu avoir été victimes de ça, qui font subir la même chose à leurs compatriotes lorsqu'ils sont en position de les protéger. Donc, tout ce que je peux aujourd'hui souhaiter, c'est une prise de conscience, que ce soit une prise de conscience individuelle et collective pour remédier à cette situation de façon durable. Parce que le spectacle qui s'observe au Bénin aujourd'hui est quelque chose d'assez triste. C'est triste dans la mesure où nous sommes un petit pays avec des ressources limitées, mais ça ne nous sert pas de motivation pour plutôt essayer de voir comment nous allons réunir tous les enfants du pays et promouvoir aussi bien la démocratie que l'économie. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sur l'exclusion, la répression, la torture, les assassinats politiques. Aujourd'hui, tuer au Bénin est devenu quelque chose de vraiment banal. On tue, on tire sur les citoyens. Il suffit seulement de justifier ça avec un argument qu'on n'a même pas besoin de prouver. Donc, il existe au Bénin des gens qui sont réfugiés. Ils sont réfugiés dans leur propre pays. Il y a des personnes qui vivent au Bénin et qui vivent pas à des adresses connues, mais vivent complètement dans l'anonymat. C'est une autre forme de réfugiés. Tout ça existe aujourd'hui au Bénin. Je ne pense pas que nous pouvons avoir assez de temps pour parler de tout ça, mais j'ai choisi d'intervenir dans cette conférence aujourd'hui pour apporter mon soutien à visage découvert et dénoncer avec la dernière force ce qui se passe et pour qu'on puisse faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que... En termes clairs, ça a été une erreur d'abord pour M. Talon de dire qu'il veut devenir président. Il aurait fallu qu'il fasse ce qu'il faisait depuis. Donc, c'est là sa propre destruction. Parce qu'il ne peut pas se libérer de ses intérêts économiques personnels avec les intérêts économiques de tout le pays. Ce n'est pas possible. C'est naturel. Si moi, il m'arrivait que le Bénin m'accorde ce qu'ils ont accordé à Talon, je ne me sentirais pas vraiment coupable de faire ce qu'il est en train de faire parce que c'est naturel. C'est naturel. Donc, plus jamais en Afrique, on élira un commerçant comme président. Ce n'est pas possible. Donc, en termes clairs, pour que le Bénin rejoigne l'AES, il faut absolument qu'il y ait un changement de régime au Bénin. Ça, c'est un point de vue personnel. Et je n'ai pris ça de personne, c'est mon analyse. Il faut un changement de régime. Et s'il veut bien nous faire du bien, il n'a qu'à appliquer la loi que lui-même il a mise en place. Il a dit qu'on ne peut pas être président 2 fois à vie. Mais ce grand menteur-là, il ne peut pas nous mentir encore une autre fois. Il a menti pour dire qu'il veut seulement un seul mandat. Alors, pour pouvoir bénéficier du mandat qui est légal, deuxième mandat qui est légal, et il savait qu'il allait partir au deuxième mandat avant de dire qu'il voulait un seul mandat. Donc, ce serait alors la même chose qui se passera. Mais est-ce qu'il a un gris-gris pour dire exactement le contraire de ce qu'il veut faire et ça lui réussit, c'est ça? Mais cette fois-ci, ce ne sera pas possible parce qu'il a dit, il a fait changer les lois pour dire qu'on ne peut pas être président 2 fois, plus de 2 fois, et a dit au Bénin. Donc, je ne sais pas par quelle magie il va faire encore maintenant pour chercher à se présenter ou bien pour dire que lui va, compte tenu du fait que c'est la démocratie, qu'il faut un remplaçant que lui va désigner. Ce n'est pas possible.
Donc, moi, ce sont des analyses personnelles. Mais pour revenir sur ta question, le Bénin a besoin de changement de régime qui permettra d'ouvrir la porte pour l'AES. Mais il ne faudra pas que l'AES tombe. Pour que nous puissions réussir, il faut que les Béninois cherchent maintenant à voir les Nigérians pour voir. Mais s'il est vraiment, excusez-moi le thème, c'est mon président, mais s'il était vraiment intelligent, s'il avait des gens compétents autour de lui qui peuvent lui dire la vérité. Ce n'est pas ainsi qu'il va faire, ce n'est pas aller faire des déclarations solennelles qui règlent les problèmes. Il faut des actions claires. La première des choses, il ouvre la frontière et avant d'ouvrir la frontière, il aurait déjà contacté les gens là parce que lui peut oublier que le Niger refuse d'ouvrir. Right? Donc, parce qu'ils sont fâchés. Donc, c'est pour ça qu'il y a la diplomatie. Il devait envoyer quelqu'un là-bas et s'arranger. Avant de venir faire une déclaration, il aurait même tout arrangé avant de faire la déclaration. Je ne pense pas que ça a été fait. Et vous allez voir. Donc, ça devient vraiment, excusez-moi, de la foutaise. Ça, ce n'est pas de la politique, ça. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est de la foutaise. Et vraiment, si moi, je dois donner des conseils à notre président, non. Il faut qu'il change des gens qui sont autour de lui. Moi, je ne suis pas intéressé. Mais si on demande mon avis, je vais donner gratuitement. Je n'ai pas besoin d'être payé. Je crois que Sankara, on a appelé le Libyen. Bon, ce qu'il faut faire, c'est que si on perd un Sankara, on trouve 10 000 millions, comme je l'ai dit tout récemment quelque part. C'est ça qui va nous sauver. Donc, pour que ça marche, il ne faut prendre de l'argent de personne. Que ces pays-là se retrouvent. Et pour être sûr de ne prendre de l'argent de personne, ils doivent créer leur monnaie. C'est clair, c'est net. Et ils doivent créer ça de façon que ça soit ouvert. Parce que quand nous allons finir de faire nos errances, nos imbécilités au Bénin, le prochain gouvernement après Talon doit immédiatement s'adhérer parce que nous avons déjà des intérêts économiques avec le Niger. Donc, pour être membre de l'AES, c'est très facile. Et nous n'avons pas besoin d'un commerçant président pour venir nous dicter quoi ce soit. Je ne sais pas, excusez-moi, hein, mais je respecte beaucoup le président Talon, mais je suis vraiment déçu de beaucoup de choses et je ne sais même plus ce que je vais dire. C'est notre président, mais il y a deux pays qui entrent en guerre parce qu'il y a un coup d'État dans notre pays. Ça, ce serait le plus grand malheur. Et personne ne souhaite cela. Et moi, je pourrais dire, si un président africain demande aux militaires d'aller guerroyer un autre, on le tue lui-même. C'est tout. Et on finit avec. Ou bien, on demande d'envoyer ses enfants. Ses enfants sur le front. Lui-même, il n'a qu'à aller sur le front. Parce que c'est impossible, c'est criminel. C'est criminel. Aller lutter contre un pays, contre votre propre intérêt. Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Donc, de toutes les façons, je souhaite que le Niger, que les autorités nigériennes soient un peu plus posées, qui ne regardent pas les erreurs qui ont été commises par notre gouvernement pour sacrifier d'une manière ou d'une autre aussi leur intérêt. Le texte, il est d'un équilibre majestueux, magistral. C'est-à-dire que il y a derrière ce texte, qui n'est pas si long que ça, et j'invite nos concitoyens à le lire et à le parcourir, parce qu'il va rester pour la postérité. Ce texte, il y a dans ce texte une vraie volonté de pédagogie, d'explication de la situation,
de la motivation de ceux qui ont signé la tribune, mais il y a surtout une volonté d'aller interpeller les autorités béninoises sur une situation qui est qualifiée d'humaine. Et à la fin de la tribune, ils en appellent à l'humanité du chef de l'État. Donc c'est pas, il y a parmi les signataires, on ne peut pas. Donc en réalité, c'est une excellente initiative prise par le Parti des démocrates. Il faut que l'opposition joue ce rôle. Et l'opposition, elle le joue tellement bien que moi, j'ai analysé cette rencontre et le montage qui en a été fait par la cellule de communication de la présidence avec la complicité de l'ERTB. J'ai analysé cette rencontre comme celle qui a prouvé au grand jour et qui a révélé en réalité la noirceur du dessein DESSEIN de ces gens. Il n'y a de leur part aucune volonté de détendre l'atmosphère, de décrisper la tension et d'apaiser le Bénin. Leur seul objectif est de maintenir les Béninois sous la peur, et c'est pour cela qu'ils osent affirmer à la face du Parti des démocrates, mais à la face des Béninois, qu'ils n'entendront jamais desserrer la vis et que la gorge des opposants sera toujours maintenue avec leurs mains autour du cou. C'est une société civile qui est défunte et dont on peut regretter qu'elle ait totalement disparu. Elle a disparu parce qu'elle a subi très vite les pressions de ce régime. Elle a disparu parce que ce régime s'est évertué à la pousser dans ses retranchements et à faire en sorte que les syndicats, les associations de promotion et de lutte pour la protection des droits de l'homme, les centres de recherche, les centres d'études qui, à l'époque, organisaient des manifestations, des journées de réflexion pour parler, pour aborder des sujets de société, des sujets de droit, des sujets de politique, eh bien, ce gouvernement, par son action, par également ses intimidations, par les différentes lois qu'il a fait voter, a fait reculer progressivement l'espace d'expression et de liberté de ces associations. Et on ne peut que constater, sans pouvoir et sans avoir à jeter l'opprobre sur qui que ce soit, on ne peut que regretter que ceux qui ouvraient leur calepin et ouvraient et prenaient la parole publiquement dans les années 2010 à 2015 pour fustiger ce qu'ils pouvaient qualifier à juste titre d'ailleurs d'attaque et d'atteinte à la démocratie, on peut regretter que ceux-là aujourd'hui se taisent alors qu'on n'a jamais vécu une rupture démocratique aussi flagrante depuis 1990 que depuis que ce régime est au pouvoir en 2016. Donc oui, c'est un combat. Joël Aïvo est aux antipodes de son combat. Il est l'un des meilleurs vendeurs du modèle démocratique béninois. Il est celui qui en a fait la promotion un peu partout. Il était aimé, il était admiré, il était recherché pour cela. Il était même, je dirais, payé pour aller parler de la transition démocratique, de l'organisation constitutionnelle béninoise. Il était recherché, il était voulu, il était mandaté par les Nations Unies, par des régimes pour pouvoir expliquer comment est-ce que le Bénin a pu réussir dans des conditions qui n'étaient pas si évidentes que cela, une transition et comment le Bénin a pu installer de manière pérenne une organisation politique institutionnelle avec un équilibre des institutions et la façon consensuelle avec laquelle les choses se faisaient, la Cour constitutionnelle qui a dégagé des principes qui ont fait que... Aujourd'hui, on avait un seul opposant qui était en exil. Il est rentré parce qu'on a tous lutté. Moi, j'ai mes écrits qui sont sur Internet qui témoignent pour moi. Moi, qui témoignent pour que Talon rentre au pays. Curieusement, il rentre au pays et on a créé des villages d'opposants dans tout le monde entier, sur les 5 continents. Il y a un gros problème. Ça ne peut pas continuer indéfiniment. Ça c'est pas le Bénin, ça. Et quand moi j'étais jeune, on voyait ça, on disait, oui, ça c'est dans d'autres pays. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas que les ambitions personnelles de quelques-uns quand même prennent en otage que des difficultés au grand nombre. Et moi, je questionne, j'interroge la conscience de ceux-là qui agissent comme ça, au-delà de tout. Mais si le pouvoir a ce prix, mais les gens n'ont rien fait. Donc, travaillons, mettons-nous ensemble, dialoguons, commençons d'abord à libérer les prisonniers politiques. Deuxième étage, les exécutent.
Voilà, donc je n'ai pas un seul cas où quelqu'un a été recadré dans ce camp-là. Mais il revient quand même aussi aux honnêtes citoyens, aux gens qui se réclament, qui ont une idéologie divergente, en tout cas des pensées divergentes, politiques divergentes par rapport aux autres, à ce camp-là d'en face. C'est ce que je fais là, par exemple. Hein, d'autres aussi l'ont fait. Je ne suis pas le seul. Et il faudrait quand même, aujourd'hui, ce qui fait notre unité, c'est quand même c'est le fait qu'il y a un gros brassage interethnique dans notre pays. C'est ça qui sauve le pays. Sinon, le système en place, il y a longtemps que les choses se seraient parties déjà en vrille. Et si déjà, là, à la veille des grandes échéances qui arrivent, on autorise des gens à parler comme il parle de ce monsieur, et ça pose un gros problème. Donc, il ne faut pas attendre que de leur camp, quelqu'un le recadre. C'est dit, ça va même, ça ira en s'empirant. Parce que ce monsieur, vous voyez, il parle de façon décontractée, pour lui, c'est lui qui a raison. Et ça dit, le royaume de Niki ne vaut rien, le royaume de Porto-Novo ne vaut rien, et c'est le royaume d'Abomey qui est négrier, c'est le royaume d'Abomey qui est le royaume le plus intelligent, c'est le royaume de dénoncer de tels propos. Parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe avec ces gens-là. Vous savez, monsieur Talon, lui aussi, au cours de la campagne, avait dit que le pouvoir, par exemple, n'ira pas au nord. Et quand on regarde les prisonniers politiques, on se rend compte que la majorité sont des gens de la partie septentrionale de notre pays. Et je le dis, hein, c'est-à-dire, c'est pas du journalisme, mais c'est un constat. Et autre chose aussi, un temps, il y a le frère du président qui passe à Lyon, et il dit que oui, que c'est Guédégbé, c'est le prolongement, c'est le règne de Guédégbé, mais c'est le président incarné par Guédégbé, ou bien ainsi de suite. Et c'est Guédégbé qui fait que nous devons subir tout ce que nous subissons là. Hein, on tue les gens, on arrête les prisonniers politiques, on exile les prisonniers, les opposants politiques. Et voilà quoi. Donc, ce n'est pas, il y a rien d'adivinatoire dans ce qu'il dit. C'est quelque chose qui est sorti de sa tête et c'est pour servir une cause politique. Donc, c'est après ça qu'on s'est retrouvé à la plage. Arrivé à la plage, elle nous a dit de tourner dos à la mer. Maintenant, si nous devons tourner dos à la mer, ça veut dire que nous allons regarder l'hôtel. On va faire face à l'hôtel, mais on tourne dos à la mer. Okay. Pendant que nous... Permettez, en ce moment, vous étiez 4. Est-ce que c'est les 4 qui devaient tourner dos ou bien juste les prêtres? Non, juste les 2 prêtres que les 2 prêtres devraient tourner dos. Oui. La fille et Mathias Vigan, eux, ont fait face à la mer. À la mer. Pendant que nous, on a tourné dos à la mer. Et elle nous a dit, quand elle va nous pincer, puisque déjà à la plage, là, elle nous a gardé, elle nous a pris chacun par la main. OK. Elle nous a pris chacun par la main. Et elle a dit, c'est quand elle va nous pincer la main là que nous allons regarder maintenant. Nous allons changer de position et regarder et faire face à la mer, quoi. Donc, cette consigne était respectée. Nous avions, dans un premier temps, fait face à la mer et à l'hôtel. Et à un moment donné, bon, on entendait, il y avait entre Vicencia et Mathias Vigan, enfin, il y avait un dialogue, je ne sais pas, ils parlaient dans une langue que moi, je ne comprenais pas. Et à un moment donné, un grand vent a commencé par souffler là, jusqu'à soulever du sable, nous jeter du sable aux yeux. Et subitement, Vicencia m'a dit, vous voyez, pendant qu'elle enseigne son peuple, elle a une main dans la poche. Pendant que la main dans la poche, moi, je ne suis pas sur la colline, je suis dans ma cachette là-bas, pour lui faire tout là. Mais c'est à travers cette main que je communique avec elle. La main qui est dans la poche. C'est spirituel. Vous ne pouvez pas trop, enfin, tout de suite comprendre à fond ce que je veux dire par là. Maintenant. Donc, c'est comme ça qu'Ganesha a exprimé l'envie de manger avant de l'aider pendant ce pèlerinage-là. Et Vicencia a dit, de dire à Ganesha qu'il y a qu'il peut prendre dedans parmi ceux-là. Effectivement. Donc, il y a des Dagovi qui étaient en route pour le pèlerinage, c'est ça? Pour le pèlerinage, voilà. Et que Ganesha peut regarder parmi ceux-là pour
apaiser sa faim. Effectivement, Ganesha a regardé dedans et ce bus qui venait de Cotonou pour Manamé, qui a pris part à Porto-Novo, qui devait prendre part à Porto-Novo, arrivé un peu avant le pont, a pris feu. Elle a prié seulement. Et le fétiche de Savalou qu'on appelle Tankoli a pris feu. Mais en réalité, ce n'est pas par ces prières que le fétiche a pris feu. Le fétiche a été incendié par un être humain. Le fétiche a été incendié par un être humain. Et je connais ceux-là qui ont pu ont mis du feu là. Mais le fétiche a été incendié par un être humain sous le contrôle, sous les ordres de Vicentia. Vous voyez. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention des fidèles sur ceci. La réalité des faits, ok. La réalité des faits, voilà. Donc, quand je parle de mission diabolique, c'est pour cause. D'abord, Ganesha est un esprit qui ne vit que du sang humain. Il ne vit que du sang humain. C'est lui-même qui l'a exprimé, il l'a dit clairement. Il ne vit que du sang humain. Et quand tu as un accord avec lui, quand tu traites avec lui, voilà l'échange. C'est que tu lui donnes le sang humain et lui te donne tout ce dont tu as besoin. Tu lui livres une âme, tu lui livres quelqu'un et lui, il te donne ce que tu veux. Alors, quand nous revenons dans le contexte de la mission de Guanamé, je vous ai dit tout à l'heure que moi, il m'arrive, toujours dans le cadre de la mission, de lui demander des services quand je suis sur le terrain et que je suis coincé. Et il agit. Vous savez, cet esprit, autant tu lui donnes à manger, tu lui donnes son sang, mais il a aussi des totems qu'il faut lui respecter. Quand tu enfreins à ça, il te tourne dos. Et le seul totem que lui il a et que je lui connais, c'est de ne pas faire le rapport sexuel un vendredi. À l'une de nos rencontres, il me l'avait déjà dit. Il l'a formellement interdit, si jamais. Et il est allé plus loin, il nous a dit que Mathias et Vicentia, les deux même savent qu'ils ne doivent pas faire le rapport sexuel un vendredi. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons le faire tous les autres jours, sauf un vendredi, si nous tenons à traiter avec lui. Maintenant, voilà qu'il s'est fait que plus tard, ces deux-là étaient les premiers à faire la chose un vendredi. Alors, Ganesha lui a tourné dos. Comme Ganesha lui a tourné dos, et que mon second et moi, nous étions encore en règle, nous étions encore en de bons termes avec Ganesha, le couple, c'est-à-dire Vicentia et Mathias, se sont référés à nous. Et là, ils m'ont spécifié ma mission. Alors, moi, en ce moment-là, à partir du moment où Ganesha ne traitait plus avec eux, donc, moi, je jouais, je suis devenu... Vous savez, d'intermédiaire entre le couple et Ganesha. Okay. Et Ganesha, exactement. Et il y a plein de choses, mais je vais donner cet exemple rapidement. Et je me rappelle, pendant que nous étions à Guanamé pour un pèlerinage, c'était un grand pèlerinage, là, il y avait du monde. La colline était remplie jusqu'au sol, jusqu'au bas, là. Et toutes les rues étaient remplies, il y avait même pas de place pour passer. Or, en ce moment, Ganesha n'était plus avec eux. Et ils m'ont demandé. Bon, il faut avouer que depuis que Ganesha les a quittés, quand il y a pèlerinage ou enseignement sur la colline, moi, je n'étais plus autorisé à rester dans le rang des prêtres.
je restais dans ma chambre. J'ai loué une chambre à travers nos échanges téléphoniques. Téléphonique plus tard, oui. Voilà. Je sais que j'ai eu à lui poser des... Mais je n'ai pas joui de lui directement un don comme ça. Je vais dire, bon, c'est ça. Mais il a fait de moi aussi dans le temps, dans la mission, un être un peu surnaturel. Puisque là, ce n'est pas moi qui ai demandé, mais il faut avouer que le couple, c'est-à-dire Vicentia et Mathias, avait un objectif en nous amenant là-bas. Et ils voulaient aussi nous confier chacun une mission dans la mission diabolique de Guanamé. Et moi, ma mission, c'était que, bon, d'abord, l'esprit m'a rendu aussi puissant. Je ne recule devant rien. Je n'ai peur de rien. Et j'étais inébranlable. Et franchement, je t'ai dit, il n'y a rien visiblement qui puisse me faire peur sur cette terre. Ok. Vous voyez? Et donc, j'étais dans la mission très puissante. On ne dirait pas que j'ai fait juste 2 ans dans la mission. J'étais très puissant et c'est ce que je dis qui doit passer. Et quand je dis, Vicentia ne peut pas aller contre, Mathias Vigan non plus ne peut pas aller contre parce qu'ils savent que ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt. Il y a l'océan. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi c'est au Gabon que Dabo vous a amené pour rencontrer cet esprit? Pourquoi ça n'a pas été fait au Bénin aussi, au Bénin, par exemple? Très bien. C'est vrai, il y a l'océan au Bénin, il y en a au Togo, au Ghana, un peu partout. Mais il faut reconnaître que le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Que ce soit dans l'Afrique centrale ou dans l'Afrique de l'Ouest, tout ça à la fin de l'Afrique noire. Dans l'Afrique noire, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Donc, si vous voulez l'efficacité, si vous voulez, il faut partir de là-bas d'abord. Il faut partir de là-bas. Vous pouvez après, pour rabattre dans les autres pays où il y a l'océan et traiter avec les esprits. Mais quand vous partez de là-bas, vous êtes vraiment... vous avez la certitude que votre objectif sera atteint. Donc, c'est le Gabon, l'océan du Gabon est le siège des esprits. Il y a pas mal d'esprits là. Ok, on comprend. Donc, vous êtes revenu du Gabon avec le numéro de contact de Ganesha. Donc, vous vous êtes adressé à lui plusieurs fois. Est-ce qu'on peut savoir, c'est sous conservation, de redistribution pour tamponner les prix. Alors, quand le régime là est arrivé, on a bien accueilli le Bénin révélé, on a vu qu'ils iront plus loin. Mais vous voyez là où ils sont allés. Ils sont allés dans le programme alimentaire mondial. C'est-à-dire, c'est le plus haut niveau de la honte civilisationnelle. Nous ne sommes pas un pays en guerre, il n'y a pas eu de catastrophe depuis les 200 dernières années. Il n'y a rien eu au Bénin qui empêche et qui demande l'importance du PAM. Le PAM intervient dans les zones à conflit, les zones où l'humain n'a plus les capacités de pouvoir s'occuper de sa production. On n'est pas dans ce cas au Bénin. On est allé confier le programme alimentaire mondial, ce n'est pas forcément les Béninois. On est allé confier notre intimité à des gens qui ne sont pas de chez nous. Alors qu'on n'est pas handicapés, ne sommes pas des exclus, nous ne sommes pas des handicapés, moteurs incapables de produire. Et ça là, c'est un déphasage avec notre culture. Parce que même en Occident, les îles, on va rechercher Paris Store ou bien des petites boutiques qui ramènent les produits de chez nous.
Parce qu'on n'a pas envie d'être dépaysé, d'être détruit génétiquement et surtout sur le plan affectif alimentaire. Ça a fait que là maintenant, ils sont en train de former des enfants atypiques. Parce que lorsque je suis de chez moi et que je suis capable de manger quelque chose pour bien grandir, je suis adapté. Et comme mes paroles, ils se sont battus, ils ont migré, d'autres sont devenus enseignants-chercheurs et ils ont abandonné le secteur parce qu'ils ont qui? Ils ont qui pour résoudre le problème? Le leader du pays qui finance tout le monde, qui est le mécène de tout le monde, il est dans les rentes, il vit des rentes et il est au cœur du système gouvernant. Et il ne donne même pas la main aider l'État à subventionner l'agriculture. Parce que c'est l'État qui subventionne, qui entretient, qui demande des comptes et des résultats. Lorsque tu n'as rien subventionné, tu t'en fous. Alors, et si l'État avait subventionné l'agriculture et le coton, l'État ne va pas se permettre d'exporter le coton. L'État va dire c'est mieux pour moi de faire les tenues locales, de faire les t-shirts et de fermer les friperies. Vous n'avez pas vu que le président actuel, il est le maniaque du coton. Il n'est pas cotonnier, il n'est pas producteur, il n'en produit pas. Il n'est même pas vraiment dans le maillon. Il est juste à la fin du circuit là-bas et il récupère tout au nom de l'État, que l'État absent. Mais vous n'avez pas vu qu'il n'a pas hésité à construire un marché à Papa pour la friperie. Moi, cotonnier, je vais construire un marché pour friperie. Et pimpon. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans le coton. Il cueille seulement les revenus du coton. Il ne peut pas faire ça. Le marché d'Akwapa, là, je vais encore mieux, ça aurait été mieux qu'ils disent marcher des bas pour devenir fermier. On a laissé tout ce potentiel, tous ces vivriers-là, et on est allé dans des choses de perte d'énergie. Ça a déconstruit encore la politique agricole. C'est la même chose au niveau des restaurants universitaires. Nous avons des restaurants universitaires qui sont à proximité des grandes zones de production agricole. Quand je vois le restaurant de l'université de Parakou, qui doit être dans les 100 000 étudiants, ils sont à côté de 33 000 hectares de fermes abandonnées. Mais rien n'est fait pour que cette ferme-là soutienne l'alimentation du campus. Et pourtant, quand nous étions sur les bancs, on a amené des projets de coopératives universitaires de production agricole pour ramener les producteurs de la ville de Parakou satellite à la production tout au moins de ce que les étudiants vont manger. Comme ça, on est sûr d'être dans la souveraineté alimentaire, de manger ce qu'on sait produire et de produire ce qu'on sait manger. Ah, mais vous voyez, le recteur était d'accord, mais les agronomes formateurs même étaient contre. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, le problème du Bénin aussi a été le zèle du président Patrice Talon, pour qui j'ai un profond respect, mais c'est même ce respect-là qui m'oblige à dire la vérité au président Patrice Talon. Le zèle du président Patrice Talon fait que le président Patrice Talon apparaît comme un agresseur du Niger. Moi, j'étais à Niamey. Le Bénin apparaît, heureusement que les gens font la dichotomie entre le peuple béninois et le président et son gouvernement. Ce qui est une mauvaise chose. Nous donnons l'impression aux autres que nous préparons un coup foiré pour les attaquer militairement. Alors, le Bénin ne s'est pas fait piéger. Le Bénin est tombé dans son propre piège. Maintenant, si vous voulez me demander qu'est-ce qui justifie ou bien qu'est-ce qui a pu justifier que j'invite le président Patrice Talon à prendre la mesure de la situation et à sauver l'essentiel. L'essentiel, le Bénin. Parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, la fermeture de la frontière ne fait plus du tort au Niger, au contraire. C'est au Bénin et aux Béninois que ça fait du tort. Et il ne faudrait pas être du mauvais côté de l'histoire. Le Niger, c'est une opportunité pour quitter le franc CFA. Pour quitter le franc CFA. Parce que ça ne peut pas se justifier qu'on empêche un pays d'avoir accès à ses réserves, à une banque qui est censée être sa banque centrale. Mais il y a eu des coups d'État en Guinée. A-t-on empêché les Guinéens, le gouvernement d'avoir son argent? Non. Mais de quel droit la France et l'UEMOA? Mais ça c'est... J'ai plein de commerçants qui sont ruinés. Plein de transporteurs qui ne peuvent même plus nourrir leur famille. Et ce qui est malheureux,
c'est que si la décision visait à ruiner le Niger, mais ce sont les autres pays qui sont d'abord ruinés parce que nous sommes une communauté interconnectée. Il y a des camions qui quittent la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo jusqu'au Niger et des camions qui quittent le Niger jusqu'en Côte d'Ivoire, etc. Donc, les conséquences de cette fermeture-là sont même sur les autres pays. Et en premier, le Bénin, plus que même le Niger. Sur le Nigeria, c'est un drame. Et moi, je le redis ici, les commerçants, les transporteurs doivent se constituer et porter. On est dans un pays qui fabrique au Parlement américain, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que quand vous écoutez le message délivré par les parlementaires américains et par la suite vous écoutez ce que dit le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, ça montre clairement que des actions pourront être prises. Mais attention, pour que des actions se prennent, il faut surtout que le peuple béninois montre sa désapprobation de ce qui se passe. Ceux qui croient que parce que les Américains ont parlé, ou bien les Chinois auraient parlé, ou des Martiens auraient parlé, ça changera au Bénin, rien, alors rien ne changera. Tant que le peuple béninois ne dira rien. C'est pour ça que... Et j'ai été à un moment donné dans un cercle d'Africains bien avertis et bien branchés dans les milieux des pouvoirs. Et si vous entendiez ce que les gens de ce cercle-là disent du Bénin, de son ministre des Finances et de son président, mais vous aurez honte. Vous me direz que cela n'empêche pas les organismes de bien noter le Bénin. Et je vais vous dire que c'est ce même Bénin-là, à travers son ministre des Finances, qui a couru pour aller poignarder dans le dos les pères des États de la CEDEAO, qui étaient en même temps en réunion à Abuja. Je vais parler de ce qui est arrivé en décembre dernier par rapport au franc CFA, et qui se sont dépêchés dans la fièvre de la célébration de l'anniversaire d'Emmanuel Macron pour décréter une sortie telle que décidée par la France du CFA, torpillant de fait tout l'effort qui a été mis en place par les États depuis des années pour marcher vers cela. États-Unis. Et ça aussi, ce n'est pas anodin, parce que ça, c'est-à-dire que ça se base sur une loi qu'on appelle l'acte de Magnitsky, le Global Magnitsky Act. Ce acte dit clairement quoi? Il dit que, il faut que je le retrouve quelque part, mais le Global Magnitsky Act, voilà, je dois avoir ça quelque part ici, je ne sais plus où c'est, mais l'acte dit clairement que quoi? En 2016, le Congrès américain a voté cette loi-là, et cette loi permet au gouvernement américain de sanctionner des représentants de gouvernements étrangers impliqués dans des violations de droits de l'homme partout dans le monde. La loi, elle s'applique à l'échelle mondiale, autorise le gouvernement américain à sanctionner ceux qu'il considère comme des contrevenants aux droits humains et à geler leur avoir et leur interdit d'entrer aux États-Unis. Si vous faites la comparaison au discours ou bien au communiqué de Mike Pompeo, il a parlé d'interdiction de visa. Mais c'est-à-dire que le contexte légal, ce n'est pas seulement les interdictions de visa, mais aussi à geler les avoirs des contrevenants. Et quand on parle de contrevenants, je vous ai dit plus tôt que quand je parlais un peu de droits... Cela dénote de l'échec du système partisan.
C'est dans notre pays qu'on veut régler par les tests et inscrit dans le dur qu'il faut deux partis. Vous allez à gauche, les autres vont à droite. Et à un moment donné, on a tenté de présenter la gauche comme l'opposition et la droite comme étant la mouvance. Maintenant, à un moment donné, les gens, c'est un serpent qui est en train de se bord la queue parce qu'on se rend compte que là, ce système partisan a atteint ses limites. Et pourquoi? Parce que des propos que j'entends un peu comme M. Kourougou est en train de dire, mais nous allons participer aux élections. Comme je le dis, et personne ne se pose, pour l'instant, là où on est là, personne ne dit de boycotter. Il revient à ces partis politiques-là d'animer la vie politique et de prétendre prendre le pouvoir si les choses fonctionnent normalement. Donc, on ne peut pas, parce que la mode est arrivée des autoritaires de se regrouper, que les autres se regroupent. Non. Mais je vous assure, je ne veux pas citer le nom de parti, mais il y a un des partis et qui fait tous les partis du pouvoir là rassemblés dans notre pays aujourd'hui. Il suffisait que ce parti dise nous boycottons, mais c'était très bien. Personne n'allait démissionner de la Cour constitutionnelle et personne n'allait phagocyter le PRD, mais nous sommes en face d'un pouvoir qui est vraiment en panique. Et s'il y a une seule personne qui sait comment ça va se passer, c'est le patron. Chaque semaine, on nous annonce, je crois qu'actuellement, il y a 30 milliards qui sont lancés. Avant 30 milliards, c'était 100 milliards. Avant 100 milliards, c'était 150 milliards. Donc, ils sont obligés d'aller sur le marché financier pour emprunter afin de faire face aux dépenses pressantes qui sont en cours. Et cela veut simplement dire que les caisses de l'État sont vides. Elles ont été vidées par le pouvoir en place, par le clan au pouvoir, parce que vous savez que qu'on appelle les régies financières que nous avons, vous prenez le port autonome de Cotonou, ou bien vous prenez tout au moins la douane, les impôts, le trésor et tout ça. Et vous avez le Bénin comme Bénin Contrôle, qui est une société qui appartient à Patrice Talon, qui gère le programme de vérification des importations nouvelle génération au port de Cotonou. C'est Patrice Talon qui gère cela. Et donc, les recettes vont directement dans les ports de Patrice Talon et qui les volent. Ou politique et qui représente un apport pour le pays, qui représente une richesse pour le pays. Et le fait qu'un grand nombre de nos compatriotes soient mis en exil, ben, cela revient à un appauvrissement tout d'abord humain, bien sûr, pour tous leurs proches. C'est un appauvrissement sur le plan politique. Lorsque l'on perd des têtes pensantes qui ont des idées autres, des idées contradictoires et qui peuvent enrichir le débat politique, cela représente un appauvrissement, mais cela représente également un appauvrissement économique. Lorsque vous avez des personnes et des personnalités telles que M. Martin Rodriguez, qui nous a fait l'honneur de son témoignage tout à l'heure, ou le président Sébastien Djavon, lorsque ces personnes-là sont absentes et dans la capacité d'apporter leur savoir-faire et leur contribution à notre pays, et en fait, c'est tout le pays qui perd. Donc, les personnes... Demandons un dialogue inclusif, pas un monologue entre copains pour décider et offrir des choses au président de la République. Non. Un dialogue, il se fait entre personnes qui se contredisent, entre contradicteurs. Et c'est ça, en réalité, ce que nous demandons. Que la mouvance présidentielle, l'opposition, la société civile, les anciens chefs de l'État, les sages, les religieux, que toutes les personnes, toutes les forces vives et toutes les personnes, les sages, qui est un doyen, si je peux ainsi m'exprimer, dans cette misère, je voudrais reconnaître qu'effectivement, le Bénin a connu par le passé quelques réfugiés au temps de la Révolution, même sous Yahi, parce que M. Rodriguez, je crois qu'il a évité de le dire rapidement, mais en d'autres temps, il était hors du pays. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été également réfugié. Et il n'avait eu aucun décret qu'il a mis en exil, mais pourtant, il s'était montré réfugié jusqu'à revenir au pays prendre le pouvoir. Il s'appelle Patrice Talon. Même si aujourd'hui, lui, il estime que le Bénin ne compte aucun réfugié. Et ses proches, pour argumenter ça, disent qu'il n'y a eu aucun décret. Il n'y a pas de décret qui a été garde des Sceaux, aucun décret n'avait été pris à son encontre
pourtant ils étaient considérés comme réfugiés. Mais la différence entre hier et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je voulais parler de 2016 à ce jour, c'est que le Bénin n'a jamais connu un nombre aussi important, impressionnant de réfugiés. Et M. Rodriguez a bien fait de dire, nous avons des réfugiés hors du Bénin, nous avons des réfugiés d'opinion ou pour diverses choses économiques des fois, parce qu'on veut s'approprier, on veut vous exproprier de vos biens, on vous met la pression, ou vous finissez en prison, ou vous finissez en exil, pour qu'on puisse s'accaparer de ce qui vous appartient. Malheureusement, pour des petits pays comme nous, des jeunes États comme nous avons mieux à faire que de renvoyer en exil nos compatriotes. Et ce qui est écœurant, c'est ceux-mêmes qui ont prétendu avoir été victimes de ça, qui font subir la même chose à leurs compatriotes lorsqu'ils sont en position de les protéger. Donc, tout ce que je peux aujourd'hui souhaiter, c'est une prise de conscience, que ce soit une prise de conscience individuelle et collective pour remédier à cette situation de façon durable. Parce que le spectacle qui s'observe au Bénin aujourd'hui est quelque chose d'assez triste. C'est triste dans la mesure où nous sommes un petit pays avec des ressources limitées, mais ça ne nous sert pas de motivation pour plutôt essayer de voir comment nous allons réunir tous les enfants du pays et promouvoir aussi bien la démocratie que l'économie. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sur l'exclusion, la répression, la torture, les assassinats politiques. Aujourd'hui, tuer au Bénin est devenu quelque chose de vraiment banal. Qu'on n'a pas révisé la loi de finances initiale par une loi de finances rectificative, parce qu'on ne veut pas se mettre les pieds dans les plats, puisque si vous allez par collectif budgétaire, vous allez laisser des traces et on est obligé de vous surveiller. Alors, on n'a pas, donc cet argent d'abord, non seulement il n'existe pas, et même s'il existe, il est arbitraire dans notre cas. Donc, aujourd'hui, on vous dit, le docteur l'expliquait bien, les populations. En fait, je voudrais que nous comprenions et acceptions que nous sommes en face du mal. La personnification du mal même. Nous sommes en face du mal. Le mal s'est incarné complètement dans la personne de Patrice Talon, qui, malheureusement, aujourd'hui, est en train de mettre à genoux complètement notre pays. Bien entendu, le mal pour pays vient certainement prendre racine sur un terreau fertile. Et c'est peut-être ça, la notion de responsabilité que je voudrais que mes aînés utilisent. Oui, le terreau fertile, c'est que nous sommes un pays qui, depuis longtemps, n'avait plus de repères. Nous n'avons plus de valeurs, nous n'avons plus de repères. Regardez par exemple sur tous les plans, sur le plan politique. Regardez nos partis politiques, comment ils se créent, comment ils se forment. Sans valeur, sans principe, sans éthique, sans morale, sans aucune philosophie. Et c'est ce qui a berné un certain nombre de personnes comme moi quand... Tiré du mécanisme qui permettait aux citoyens de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a aucun emport en réalité sur cette décision d'une juridiction internationale, supranationale, dont l'application au Bénin aurait dû être automatique. J'ajoute sur ce point-là que j'ai également demandé à la Cour suprême, dans un courrier adressé à son président, de prendre toutes ses responsabilités pour faire en sorte que les décisions de la CADHP soient exécutées. Bien évidemment, il n'en est rien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des communales qui se sont tenues dans ce contexte à la fois d'insécurité juridique, mais d'insécurité sanitaire également. Mais on va plus loin encore sur l'insécurité juridique, puisque vous avez oublié de mentionner dans votre présentation que entre le moment où le scrutin s'est tenu, la proclamation des résultats également s'est tenue, il y a eu
le vote d'une loi modifiant de manière substantielle le fonctionnement des conseils communaux et municipaux, avec non plus un système d'élection des maires, mais de désignation, je dirais même de nomination par les partis politiques, ce qui remet en cause de manière fondamentale la libre administration des communes, mais également le principe de l'autonomie